Salut à tous, c'est Raft et bienvenue dans cette troisième vidéo de l'heptalogie. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous remercier pour la réception positive de la dernière vidéo, surtout pour l'intro. Ça nous a fait très plaisir et ça nous motive à continuer. Donc voilà, merci beaucoup. Vous connaissez sûrement la chanson maintenant. Avant de regarder la suite de cette vidéo, je vous conseille vivement de jeter d'abord un œil aux trois premières, à savoir la vidéo de présentation, l'Hepta 1, consacrée à l'identité de Chris, et l'Hepta 2, plutôt orientée Dark Nurse et Underground. Pour ceux qui l'ont déjà fait, nous nous étions séparés sur le mystère de l'ange, mystère que je vais tenter d'attaquer avec autant de rigueur que possible. Mais, avant de vraiment attaquer le sujet, histoire de bien vous mettre encore en haleine et parce que je suis un gros bâtard, je tiens à préciser un point que j'avais oublié d'évoquer dans la précédente vidéo. Ce point, c'est l'existence, ou plutôt pour le coup l'absence, du terme détermination. Je pense que vous l'aviez tous remarqué, ce terme n'est jamais mentionné une seule fois dans tout le chapitre 1 de Deltarune. Pourquoi ? Eh bien, retraçons l'origine de la création de ce terme. La première fois que ce mot a été utilisé pour désigner le pouvoir de l'âme des humains, c'est dans l'entrée 5 du True Lab. Je l'ai fait, en utilisant les plans, je l'ai extrait des âmes humaines. Je crois que c'est ce qui donne à leurs âmes le pouvoir de persister après la mort, la volonté de continuer à vivre, la résolution de changer leur destin. Appelons ce pouvoir détermination. Cette entrée est généralement attribuée à Alphys, et fort heureusement, on est quasiment sûr que cette entrée spécifique provient d'Alphys grâce au début qui parle de plans de manière détachée, les plans, sous-entendant que ces plans ne sont pas d'elle, mais plutôt de l'ancien scientifique royal. Il y a une autre preuve, un peu plus compliquée à expliquer. C'est que Sans n'appelle jamais la détermination comme telle, mais seulement Power, qui est l'ancien nom donné à la détermination. Sachant que Sans est fortement lié au précédent scientifique royal, si celui-ci avait employé ce terme, Sans aurait dû l'utiliser également. Alphys est donc celle qui a inventé le terme détermination, ou plutôt celle qui a attribué ce nom au pouvoir de l'âme. Ce qui veut dire que si ce terme n'est jamais employé dans Deltarune chapitre 1, c'est sûrement parce qu'Alphys n'a jamais été scientifique royal dans la timeline de Deltarune. Voilà, fin de la partie, je suis terriblement désolé d'avoir fait durer le suspense sur l'ange. L'ange, ou les anges, devrais-je dire. Pourquoi ? Parce que pour le peu que l'on sait, les monstres et les Dark Nurse ont chacun leur prophétie qui engage leurs anges respectifs. On verra bien entendu qu'il s'agit d'un seul et même ange pour les deux prophéties, mais faisons les choses dans les règles et voyons ces deux anges séparément. L'ange des monstres est celui qui les a libérés de l'Underground, tandis que l'ange des Dark Nurse est celui qui... Eh bien, c'est assez compliqué de savoir ce qu'est supposé faire l'ange de la prophétie des Dark Nurse, parce qu'il n'est mentionné qu'indirectement. On ne fait mention que du Angel's Heaven, que l'on peut traduire par paradis de l'ange ou par havre de l'ange, mais comme je suis le seul francophone sur Terre à dire havre, on va rester sur le paradis de l'ange. Ce paradis est censé être banni selon la prophétie. Mais banni de quoi ? Sachant que la prophétie se situe dans un contexte de surplus de Dark Fountains et que les héros doivent pour cela sceller une fontaine, la rendre non fonctionnelle, il est logique de conclure que si l'ange devait être banni d'un lieu, ce lieu devrait être le Dark World. Quelques mots sur cette prophétie. Nous savons que cette prophétie est connue à la fois de Ralsei et des Dark Nurse du royaume de King. Comment cela se fait-il ? Intéressante question, quand on sait que les monstres ne connaissent pas les Dark Nurse et donc ne sont pas associés à cette prophétie. Ralsei nous donne un indice sur sa possible provenance en déclarant que la prophétie a été, je cite, prédite à travers l'espace et le temps. Time and space est justement un terme très fortement associé à un certain mystérieux personnage. En fait, toutes les instances de cette expression dans Undertale, sauf une, sont toujours associées à ce personnage ou à des événements qui lui sont liés. Donc dans cette même logique, l'origine de la prophétie des Dark Nurse devrait provenir de ce personnage. Un autre élément vient d'ailleurs confirmer cette idée, le site de Deltarune. Si vous pensiez que la création du site de Deltarune date de peu avant le 31 octobre 2018, date de sortie officielle du chapitre 1 de Deltarune, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Les traces les plus anciennes de ce site datent de décembre 2015. À cette époque, le site ne contenait qu'une image, nommée deltarune.com/him.png, nom que je raccourcirai dans ces prochaines mentions par, plus simplement, him. Cette image existait sous deux versions. La première, qui a duré de décembre 2015 à décembre 2016, et que je n'analyserai pas tout de suite, mais qui sera un sujet important de la 6e vidéo. Celle qui nous intéresse, c'est la seconde version qui a duré de décembre 2016 à 2018. La voici. Oui, on ne voit rien. L'image est complètement noire à première vue. Mais attendez, si nous y appliquons un peu de luminosité, il nous est possible de voir ceci. Un message, écrit blanc sur noir et en wingdings, tiens donc, qu'est-ce que je suis étonné, je traduis, 3 héros apparurent pour bannir le paradis de l'ange, soit un résumé de la prophétie des Dark Nurse. L'un des rares indices que l'on avait sur Deltarune à l'époque, et plus spécifiquement sur les Dark Nurse, était ce message, supposément mentionné par notre mystérieux personnage. Étrange, mais passons. S'il est difficile de connaître le rôle de l'ange, il n'est pas non plus impossible de trouver de quoi l'identifier. Et pour cela, il ne faut pas passer par les dialogues ni les textes, mais par les images, notamment cette image sépia de la légende.
Nous pouvons y voir les trois héros entourer une fontaine, logiquement la fontaine sur le point d'être scellée, si l'on s'en tient au texte affiché, et surtout l'ange au centre, dont l'implication est aussi suggérée par la suite de la légende. Alors certes, la viabilité de ces images sépia est assez discutable, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, et pour ne citer qu'un exemple de leur défaut de représentation, cette même image montre les trois héros autour de la fontaine scellée, alors que dans les faits, seuls Suzy et Chris étaient présents lors du scellage de la fontaine, et Lancer et Ralsei, les deux candidats au rôle de prince du Dark de la prophétie, étaient à des salles adjacentes. Bon, selon moi, cela s'explique par l'idée que ces images n'ont qu'une valeur prophétique et ne peuvent pas en l'occurrence être exactes dans les détails. Mais malgré tout, un énorme parallèle est à établir entre cette image et une scène que l'on voit à la fin de l'aventure de Chris et Suzy dans le Dark World. Nous pouvons voir que d'abord, l'âme rouge que nous incarnons se déplace vers la fontaine. Ensuite, une fois à l'intérieur, l'âme remplit la fontaine de sa lumière avant de recouvrir l'écran entier de blanc pur. Le tout sous l'excellent track Your Power, qui n'est pas sans rappeler le track Final Power d'Undertale de par sa courte durée et de son utilisation de guitares électriques. À partir de ce parallèle, nous pouvons donc établir que l'ange de la prophétie des Dark Nurse serait l'âme rouge. Nous incarnerions l'ange de la prophétie des Dark Nurse. Le paradis de l'ange, là où repose l'ange, est donc le corps de Chris, qui est bel et bien banni du Dark World lorsque la Dark Fountain est scellée. La prophétie des Dark Nurse s'est donc bien entièrement réalisée. Par la même occasion, le fait que nous soyons l'ange explique un peu plus en profondeur le scellage de la fontaine. Nous savons que les Dark Fountains sont faites de ce qu'on appelle le Dark ou le Darkness, dont j'expliquerai plus en détail la composition dans la 6ème vidéo. Ce Darkness a, tout le long du jeu, été mis en opposition au Light, la lumière, de par leur opposition naturelle comme de par le conflit récent entre Light Nurse et Dark Nurse, initié par la déclaration de guerre de King. Il est donc tout naturel que si une Dark Fountain composée de Darkness était scellée, elle le soit par l'opposé de sa composante, soit la lumière, tel qu'on peut le voir dans la scène étudiée. Cette thématique de la lumière est justement présente à la fois avec l'ange et avec notre âme. D'un côté, il y a Alvin qui nous salue par sa bénédiction, que le pouvoir de l'ange éclaire ton chemin, qui fait bien appel à la lumière du pouvoir de l'ange. De l'autre côté, nous avons les descriptions des save points du Dark World qui, comme dans Undertale, ont une expression commune. Si pour Undertale c'était « fills you with determination », soit « te remplit de détermination », pour Deltarune c'est « the power of shines within you », soit en français « le pouvoir de brille en toi », faisant également appel à une certaine lumière. La description du premier save point met encore plus en exergue cette importance de la lumière ainsi que son opposition au darkness, puisqu'elle va jusqu'à dire « un pouvoir brille en toi, perçant à travers le darkness ». Il est aussi important de noter que le mot « power » est tout aussi présent que cette lumière. Attention toutefois, les descriptions des save points peuvent porter à confusion. Par exemple, par « the power of this place shines within you », on pourrait croire que le pouvoir appartient à l'événement, ici au lieu. Non, ce pouvoir est bien le nôtre comme indiqué par la description du premier save point, mais il est effectivement provoqué par l'événement cité. Quant à savoir quel est ce pouvoir, sachant sa connexion à la lumière comme je l'ai démontré plus tôt, et son parallèle aux descriptions des save points dans Undertale, on parle très certainement ici de la détermination de l'âme, qui augmente grâce aux événements cités dans les descriptions des save points, et dont l'intensification de sa lumière en serait une conséquence directe. Donc l'équivalent Undertale de « le pouvoir de ce lieu brille en toi » serait « ce lieu te remplit de détermination ». Voilà pour ce qui est de l'ange des Dark Nurse. Reste à savoir qui est cet ange, dans le sens, quelle est l'identité de l'âme rouge, à qui appartient-elle? Avant qu'on me réponde le joueur, oui, bien sûr, l'âme rouge est aussi celle du joueur dans un sens, mais ça ne répond pas à la question. Le joueur, en son statut d'entité externe au monde de Deltarune, ne peut pas être le détenteur originel de cette âme. L'âme appartient d'abord à un personnage in-game, dans le jeu, et c'est l'identité de ce personnage que l'on cherche. Étant donné que les nombreuses preuves sur l'identité de l'ange viennent d'un peu partout, je préfère vous expliquer tout de suite comment je procéderai. Pour faire simple, je vais proposer 6 pistes de réflexion, partant toutes de points de départ très différents, mais qui convergeront vers une seule et même conclusion, vers un seul et même personnage. Et une fois l'identité de cet ange dévoilée, il sera assez facile de comprendre aussi son lien avec la prophétie des monstres, donc ce sera quasiment du 2 en 1. Voilà. Donc commençons par la première piste. Pour cette première piste, on va se focaliser sur les particularités de l'âme rouge. Dans la première vidéo de l'heptalogie, je vous avais parlé de quelque chose qui semble avoir été acquis par beaucoup de personnes, que vous soyez d'accord avec la théorie ou non, et qui pourtant présente une énorme impossibilité si l'on y applique les lois d'Undertale. Je suis d'ailleurs un peu déçu que personne n'en ait parlé dans les commentaires.
Bon allez, pour vous faire pardonner, je vais résumer cet acquis en une déclaration, et ce sera à vous de trouver en quoi elle est fallacieuse. Prêt? La voici. Une âme rouge a été insérée dans Chris. Alors, vous avez trouvé? Je rajoute un petit indice. Une âme rouge humaine a été insérée dans Chris. Plus évident, non? Allez, une dernière fois. Une âme humaine rouge qui n'est pas celle de Chris a été insérée dans Chris, un humain. J'espère honnêtement que vous avez trouvé là. Cette erreur est donc la suivante. Cette déclaration entre en directe contradiction avec l'entrée 7 d'Alphys qui dit « Après tout, un monstre ne peut pas absorber les âmes d'autres monstres, tout comme un humain ne peut pas absorber une âme humaine. » Assez étrange, mais on est loin d'être tiré d'affaire, parce que ce problème n'est pas unique à l'âme rouge de Deltarune. Il est aussi présent avec l'âme rouge d'Undertale, bien que plus subtilement. En effet, l'âme de Frisk contient aussi la conscience de Kara, qui agit principalement en tant que narrateur. Et à la question « Comment Kara s'est-il retrouvé dans Frisk ?», la réponse la plus courante est qu'un fragment de l'âme désormais disparue de Kara a été absorbé par Frisk, ce qui soulève un autre problème, mais on y reviendra juste après. Donc ce problème d'âme humaine absorbée par un autre humain est juste une récurrence d'un cas déjà présent dans Undertale et auquel peu de solutions ont été proposées. À cela, il faut rajouter encore deux autres incohérences au premier abord, toujours liées à l'âme rouge et aux lois qui devraient lui être appliquées. En premier, les fins neutres de Frisk, où celui-ci semble être en mesure de quitter l'Underground seul, malgré l'avertissement d'Alphys qui lui dit que franchir la barrière n'est possible qu'avec une âme humaine et une âme de monstre. En second, et on peut voir ce problème à la fois dans Undertale et dans Deltarune, si l'âme meurt, elle se brise. Et pour beaucoup de personnes, Frisk a absorbé un fragment d'âme de Kara, sous-entendant que l'âme de Kara s'est aussi brisée. Mais l'entrée 3 d'Alphys dit « Et, contrairement aux âmes persistantes des humains, les âmes de la plupart des monstres disparaissent immédiatement après la mort. » Les exceptions sous-entendues par l'expression « la plupart » étant les âmes de boss monster qui peuvent perdurer quelques temps après la mort, comme indiqué par les panneaux de Waterfall, et comme on peut le voir nous-mêmes en tuant Toriel et Asgore. Pour renforcer la déclaration d'Alphys, les âmes des 6 humains tués par Asgore avant notre arrivée sont toujours entières. Voilà donc les 3 grosses incohérences liées aux 2 âmes rouges. Avant de proposer ma réponse, j'aimerais juste passer en revue certaines explications que j'ai déjà vues et que je considère absurdes. Pas absurdes dans le sens insultant, mais plutôt de par leurs implications qui sont absurdes. Pour commencer, la réponse classique, Frisk n'est pas un humain, l'âme rouge de Deltarune n'est pas une âme humaine, qui est absurde parce que Frisk et l'âme rouge ne peuvent pas appartenir aux espèces des monstres et des Dark Nurse. Donc une 4e espèce est sous-entendue par cette explication, et on partirait très vite en très grosse spéculation. Ensuite, la réponse, l'âme se brise parce que c'est du game design. C'est pour montrer que l'âme meurt, qui en plus de n'expliquer qu'une seule incohérence sur 3, est ridicule parce qu'une fiction qui se contredit dans son game design par ses propres lois établies, ça s'appelle juste une fiction auto-contradictoire et du mauvais game design. Surtout qu'il existe de nombreuses autres façons de représenter la mort de l'âme sans avoir à passer par sa brisure. Et enfin, la réponse, Alphys n'est pas digne de confiance. Oui, parce que je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais toutes les contradictions à ces 3 observations proviennent d'Alphys. Et cette réponse n'est pas vraiment absurde, mais elle est plutôt et surtout dangereuse, parce que cela signifierait que rien de ce que dit Alphys n'est viable. Et vu qu'Alphys est la scientifique royale de l'Underground, beaucoup de lois établies proviennent directement d'elle, et ce serait autant de lois à remettre chacune en question. Pour le coup, cette solution aurait été envisageable s'il n'y avait pas d'autre réponse à ces 3 problèmes. Il existe une théorie assez populaire parmi les anglophones qui explique partiellement ces incohérences, mais avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Néanmoins, elle vaut largement le coup d'œil et peut-être vraie, qui sait, donc je vais essayer de vous la présenter du mieux que je peux. J'ai eu beaucoup de mal à retracer son origine, donc difficile de dire qui est le créateur de cette théorie. Néanmoins, je sais qui l'a le mieux développé, et cette personne, c'est Six, gros théoricien d'Undertale avec qui j'ai eu pas mal de discussions... comment dire, houleuses. Ouais, on va dire ça, houleuses. Cette théorie, c'est la suivante. La brisure des âmes rouges s'explique par leurs utilisations, des resets et des reloads. Lorsqu'un humain utilise un de ses pouvoirs, il crée lui-même une nouvelle timeline dans laquelle il retourne. La détermination de son âme se transvase alors depuis l'âme de l'ancienne timeline vers le réceptacle d'âme créé dans la nouvelle timeline. Et ainsi, au profit de l'âme de la nouvelle timeline, l'âme de l'ancienne timeline perd toute sa détermination, résultant en sa brisure. Si les 6 âmes humaines ne sont pas brisées, c'est du coup totalement normal puisque nous sommes dans une timeline où aucune de ces âmes n'a utilisé leur pouvoir de reset ou de reload. Pareil pour la loi d'Alphys, erronée du coup, mais qui s'explique par le fait que la base de ses conclusions ne peut provenir que des observations qu'elle peut faire au sein de sa propre timeline. En l'occurrence, une timeline où ces humains ne sont pas retournés dans le temps. Voilà pour la théorie. J'ai beaucoup de problèmes avec cette théorie, mais je ne m'arrêterai qu'à 2 soucis principaux. Le premier est tout simplement que cette théorie n'explique qu'une incohérence sur 3. Au problème de l'absorption d'âme, les adhérents à cette théorie n'admettent pas vraiment qu'un fragment d'âme de Kara existe dans le corps de Frisk, puisque cela reviendrait à admettre que leur théorie est fausse. Mais en contrepartie, il n'y a pas de réponse proposée viable.
du moins pas de réponse technique viable. Les solutions proposées passent par de l'allégorique plutôt que du pragmatique, ce qui n'est pas forcément faux, mais qui me dérange un peu. Quant au problème de Frisk qui quitte l'Underground, beaucoup de ses adhérents s'accordent à penser que Frisk, en réalité, ne quitte pas l'Underground, idée à laquelle je n'adhère pas du tout parce que les appels téléphoniques en fin de route neutre suggèrent l'exact opposé. Je vous présente tout de même cette théorie afin que vous, de votre côté, ne restez pas passif au visionnage de cette vidéo, comme on peut facilement l'être en regardant une vidéo YouTube, mais que vous entamiez une démarche de réflexion et de jugement vous-même. Mais je préfère être honnête, j'espère que vos conclusions pencheront de notre côté. Alors voici enfin ma théorie. Tout part de Kara et des événements qui entourent ces deux morts. Par ces deux morts, j'entends son suicide au bouton d'or et sa mort avec Asriel en revenant de la surface. Pour qu'Asriel ait été en mesure d'absorber l'âme de Kara après son suicide, il a fallu que l'âme de Kara soit entière. L'âme de Kara était donc a priori jusque-là intacte. Cependant, après la mort de Kara Asriel suite à leur retour de la surface, qu'est-il advenu de l'âme de Kara? Sachant que les monstres n'auraient pas hésité à conserver son âme pour échapper de l'Underground, et que l'on s'accorde généralement pour dire que Kara se trouve dans Frisk via l'absorption d'un fragment de son âme, l'âme de Kara s'est sûrement brisée à sa seconde mort. Et ainsi, nous venons de créer la plus courte fenêtre temporelle, incluant la cause de la brisure de l'âme de Kara. Il devient alors assez facile de déterminer le seul événement dans cette fenêtre qui implique directement l'âme de Kara. Et cet événement, c'est l'absorption de l'âme de Kara par Asriel. A partir de là, le raisonnement est très simple pour comprendre la cause de la brisure de l'âme de Kara. L'âme de Kara, après absorption, devait contenir des résidus d'Asriel. Nous avons désormais une réponse à nos trois incohérences. Primo, pour l'absorption d'âme humaine par un humain, c'est que les propriétés d'âme de monstre contenues dans l'âme absorbée, qui n'est plus une âme purement humaine, permettent cette absorption. A ce propos, en absorbant le fragment d'âme de Kara, Frisk aussi absorbe ces résidus d'âme de monstre, justifiant ainsi les singularités de son âme devenue, elle aussi, hybride. Secondo, pour Frisk qui parvient à passer l'Underground, c'est que le fragment d'âme de Kara contenu dans Frisk est littéralement le résultat d'une fusion entre une âme humaine et une âme de monstre, donc l'âme hybride de Frisk devrait pouvoir franchir la barrière. Tertio, pour les âmes humaines qui se brisent, si l'âme de Kara s'est brisée depuis qu'elle est devenue hybride, à la façon des boss monsters, les âmes hybrides devraient également, en toute logique, respecter cette règle et se briser à leur mort. Et si je n'ai toujours pas convaincu, voici une autre preuve de l'âme hybride de Frisk. Le dossier AppData Undertale. Undertale est composé de 10 files dans le canon du jeu, qu'on ne voit pas tous, mais qui ont en principe existé et appartenu chacun à leur utilisateur de save respectif. Ce qui est intéressant, c'est que le dossier AppData Undertale ne peut contenir que 3 fichiers canoniquement. En vrai, on peut en avoir plus, mais les méthodes n'ont rien de canon. Ces files sont le file 0, que l'on attribue à Kara, le file 8, qui appartient à Flowey, et le file 9, que l'on attribue à Frisk. Il est à noter que les files 0 et 8 n'apparaissent qu'à partir de la première sauvegarde de son possesseur. Par exemple, si nous ne sauvegardons jamais une fois dans notre partie, il n'existe pas, sauf pour une exception que je présenterai dans le tweet longueur rattaché à cette vidéo. Je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement du file 9, ce n'est pas vraiment le sujet, on en parlera dans la prochaine vidéo. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le file apparaît dans le dossier lorsqu'il est utilisé pour la première fois. Seulement, lors de notre affrontement contre Photoshop Flowey, celui-ci utilise 3 files appartenant aux humains, file 2, file 3 et file 6. Ces files n'apparaissent jamais canoniquement dans le dossier. Comment cela se fait-il que le file 8 de Flowey apparaisse dans le dossier alors, mais pas les 3 files des humains? La seule réponse viable que je verrai est que le dossier représente notre âme et que des résidus d'Asriel, devenus Flowey, sont restés dans notre âme, à la différence des 6 humains qui n'ont aucune présence dans l'âme de Frisk. Alors, tout cela nous mène où exactement? À l'âme rouge de Deltarune, dont on sait désormais qu'elle est aussi hybride. Qui dit âme hybride, dit absorption d'âme humaine par un monstre. Et nous savons que des 3 différents plans de sauvetage d'Undertale, ceux de Kara et de Toriel, qui sont quasiment identiques dans leur réalisation, passaient par une absorption d'âme humaine dans un monstre. Donc si notre âme rouge a eu un rôle dans le sauvetage des monstres de l'Underground, elle a probablement suivi le plan de Kara ou de Toriel. Et si notre âme rouge n'a pas eu de rôle dans cette prophétie, son absorption par un monstre et son origine restent des mystères en suspens. Mais ce serait sans compter sur les autres pistes de réflexion que je vais vous proposer. Pas d'inquiétude, les autres pistes seront moins complexes et plus courtes que la première. Il est temps de vous présenter une nouvelle notion, le concept de mort, ou du moins d'après-vie, dans les mondes d'Undertale et de Deltarune. Cette notion a 2 noms, un in-game et un in-code, tous les deux trouvables en route génocide lorsque Kara décide de détruire le monde. Le nom in-game est Abyss, prononcé par nul autre que Kara. Le nom in-code est Nothingness, de par le nom de la salle, Room Nothingness. Je privilégierai le nom Nothingness à Abyss pendant toute l'aptalogie pour une raison toute simple, parce que c'est plus cool de dire Nothingness. Quoi? Comment ça, c'est pas valable comme raison? Nous avons quelques informations au sujet de ce Nothingness, notamment qu'il est spirituel, sombre, froid, venteux et unique à chaque individu.
spirituel parce que si nous tuons Toriel durant notre route, il nous est possible d'entendre Flowey imiter Toriel dans une Echo Flower. Où suis-je? Il fait si froid, et c'est si sombre. À l'aide, quelqu'un, s'il vous plaît. Mais personne ne vint. Si Flowey imite Toriel à cet endroit, il se base certainement sur sa propre expérience dans le Nothingness lorsqu'il était mort en tant qu'Asriel, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir sa propre essence déposée sur la fleur dorée qui lui permettra de ressusciter sur la forme de Flowey. Donc le Nothingness n'a rien de physique ni de matériel. C'est un lieu spirituel et immatériel qui s'apparente à une sorte de prison de conscience. Vous remarquerez d'ailleurs que si Kara parvient à se manifester avant la destruction du monde, probablement via sa détermination, il ne le fait pas dans le Nothingness après la destruction du monde. Sombre parce que Flowey dépeint le Nothingness comme un lieu sombre, et on peut observer nous-mêmes en route génocide que le Nothingness est représenté par un écran noir. Froid parce que Flowey le décrit comme tel dans l'Echo Flower. On ne peut pas vérifier cela nous-mêmes, donc je le prends beau. Venteux parce que nous pouvons entendre ceci dans la salle Nothingness, qui ressemble fortement à du vent, et qui est du vent puisque le nom de ce son dans le code est News F Wind 2. Et enfin, unique à chaque individu parce que Flowey précise que personne ne vint pour Toriel, ce qui sous-entend que personne n'est venu pour lui non plus, et donc que tous les deux ont été seuls dans leur propre Nothingness. En clair, ils ne peuvent interagir ni avec les vivants, ni avec les morts. Avant que quelqu'un ne fasse la remarque en commentaire, je précise que oui, je ne parle pas de Void, mais bien de Nothingness. Et j'expliquerai peut-être dans mes prochaines théories pourquoi je ne parlerai jamais de Void. Maintenant que ce concept a bien été établi, je vous invite à relire le premier tweet de Toby Fox du 30 octobre 2018, veille de la sortie du chapitre 1 de Deltarune. Et non, je ne parle pas du Welcome sur le compte Undertale et Deltarune, mais bien du premier tweet sur le compte Toby Fox, qui dit, je traduis, « Il fait froid. C'est comme si tout avait été enveloppé dans un vent noir. Vous ne le remarquez pas tout de suite, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous parler. Regardez les mots-clés, froid, vent, noir. Et avant que quelqu'un souhaite nous parler, il semblerait qu'on ait été seul. Donc même si les tweets qui suivent semblent s'adresser à nous en tant que joueurs, le véritable interlocuteur de la personne qui parle dans ces tweets est quelqu'un dans l'univers de Deltarune qui était dans le Nothingness. Quelqu'un qui était mort. Si l'on en suit la continuité des tweets et de la scène introductive de Deltarune, cet interlocuteur serait nous, l'âme rouge. Donc l'âme rouge était, auparavant, morte. Parmi les strings inutilisés de Deltarune se trouve un monologue nommé Unused, soit inutilisé. Non tellement direct qu'on est en droit de se demander si ce monologue n'était pas intentionnellement laissé inutilisé. Enfin, peu importe, c'est le message qui nous intéresse le plus. Où suis-je? Bonjour? Quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Vous m'entendez? Il fait sombre. Il fait si sombre. Quelqu'un, qui que ce soit, si vous m'entendez, dites quelque chose, s'il vous plaît. Dans ce passage, l'emphase est mise sur la solitude et la sombreur du lieu. Mais ce qui le rapproche le plus au Nothingness est son fort écho au dialogue de Flowey dans l'Echo Flower. Une question serait alors, à qui appartient ce monologue? Les trois personnages morts et importants dans l'histoire, désolé les autres, sont Chris, qui s'est fait par la suite ressusciter comme expliqué dans la première vidéo, Gerson Boom et l'âme rouge. Donc l'un d'entre eux, suite à leur mort, a potentiellement prononcé un monologue très proche de celui d'Asriel dans Undertale. Passons à la troisième piste de réflexion. Avant d'en parler, il nous faut comprendre le rôle du narrateur dans Deltarune. Nous pouvons connaître son identité grâce à Rudolph dans sa salle d'hôpital. En examinant la carte de vœux de guérison, le narrateur parle de la carte de manière détachée. Rudolph renchérit en faisant remarquer que Chris lit cette signature comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. A partir de là, sachant qu'à ce moment, l'âme rouge a le contrôle du corps de Chris, et en conservant la continuité entre les tweets et le chapitre 1 de Deltarune, où le narrateur était déjà présent depuis le premier tweet évoqué un peu plus tôt, nous pouvons établir deux conclusions. La première, c'est que le narrateur est tout simplement le propriétaire de l'âme rouge, l'identité que nous essayons de connaître. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de transmission de mémoire entre l'âme rouge et Chris. L'âme rouge ne connaît pas et n'a pas appris la signature de Chris. Cette conclusion peut aussi être observée avec le piano de l'hôpital. Après avoir joué du piano, l'infirmière déclare que Chris a fait de bien meilleures prestations et va même jusqu'à nous demander si nous ne sommes pas malades. Donc l'âme rouge n'a pas acquis les compétences en piano de Chris. S'il n'y a pas de partage de mémoire, alors nous savons que l'âme rouge a été dans Chris depuis plus longtemps que le chapitre 1 semble nous l'indiquer. En effet, en discutant avec Alvin, il est possible de mentionner le jus de fruits. Or, pour que le narrateur parle du jus de fruits, il a fallu qu'il connaisse son existence. Mais il n'en est jamais fait mention nulle part autre qu'auprès d'Alvin, ce qui implique que le narrateur a connu le jus de fruits avant le chapitre 1 de Deltarune. L'âme rouge était déjà dans Chris depuis déjà quelques temps. Et si l'âme rouge avait élu domicile dans Chris depuis peu, une certaine affinité que l'on associerait à Chris pourrait en réalité lui être attribuée. Rappelez-vous ce que Sans nous révèle lorsqu'il parle de sa toute nouvelle amie, entre guillemets, Toriel.
Non, non, pas cette phrase, l'autre. Il nous déclare que celle-ci est passée à son épicerie pour acheter des chocolate kisses, que je me contenterai de traduire par des bouchées au chocolat. Selon elle, Chris serait limite obsédé par ses sucreries. Comme nous venons d'établir plus tôt que l'âme rouge était déjà dans Chris depuis peu, cette obsession compulsive pour ses bouchées au chocolat pourrait provenir de Chris comme de l'âme rouge. En l'absence d'indicateurs supplémentaires, on a affaire à un 50-50. Mais hey, est-ce que je vous ai parlé des Choco Diamonds? Dans la seconde vidéo de l'heptalogie, j'avais parlé du Hertz Donut, dont le niveau de soin varie selon l'individu. Le Choco Diamond est le seul autre consommable de Deltarune au fonctionnement similaire. Les niveaux sont inversés par rapport au Hertz Donut. Chris gagne plus de HP en consommant un Choco Diamond que Ralsei et Suzy, qu'on soit en situation de combat ou hors combat. Pourquoi? Sûrement que Chris apprécie plus les Choco Diamonds que Ralsei et Suzy. Enfin, pas Chris, mais plutôt l'âme rouge, car c'est l'âme rouge qui contrôle alors le corps de Chris. La description de Choco Diamond suggère justement la présence de cette forte affinité. C'est assez petit, mais certaines personnes l'aiment beaucoup, enfin sur le beaucoup. Mais pourquoi Chris, ou l'âme rouge pour le coup, serait très friand de ce consommable? Choco Diamond. Choco Diamond. C'est assez logique quand on y réfléchit, l'âme rouge adore très certainement les diamants. Ou peut-être le chocolat quand j'y pense. Bon, je pense qu'avec cette troisième piste, l'identité de notre candidat commence à être de plus en plus évidente. Mais continuons sur notre lancée. Quatrième piste, le médaillon. Dans Undertale, il nous était possible de trouver à New Home un équipement appelé médaillon cœur en route neutre ou pacifiste, ou le médaillon en route génocide, qui appartenait à Kara. La description du médaillon cœur dit qu'il était gravé sur le médaillon « meilleurs amis pour la vie », scellant l'amitié entre Kara et Asriel. Asriel devait donc porter lui aussi un médaillon identique à celui de Kara. On connaît d'ailleurs l'apparence de ce médaillon grâce à son sprite God of Hyperdeath qui expose un collier en forme de cœur autour de son cou. Très certainement une copie du médaillon en question. Ok, c'est cool tout ça, mais pourquoi je parle de ce médaillon? Il nous est possible de voir ce qui ressemble fortement à un de ces médaillons dans Deltarune, sur le sprite de Toriel. Et Toriel n'en portait pas dans Undertale. S'il s'agit du même type de médaillon que les deux d'Undertale, Toriel n'en était pas la première propriétaire. Mais alors, à qui d'entre Asriel ou Kara a-t-il appartenu? Asriel est toujours vivant, donc il devrait toujours porter son médaillon. Partant de là, Toriel devrait porter le médaillon de Kara. Si tel est le cas, Kara aurait disparu de la vie des Dreamers, probablement d'une façon telle que les Dreamers en aient une reminiscence positive. Autrement, Toriel ne porterait pas son médaillon. Et cela fait sens que Toriel soit celle qui porte son médaillon. Après tout, elle et Kara partagent la même salutation, Greetings, alors qu'Asriel et Asgore préfèrent utiliser Howdy, ce qui pourrait indiquer une plus profonde relation entre Kara et Toriel qu'entre Kara et Asgore. Pour résumer cette piste, le médaillon de Toriel pourrait insinuer l'ancienne existence de Kara chez les Dreamers, et donc parmi les monstres. Cinquième piste, très rapide, la narration. Cette piste provient entièrement de Global S, donc un gros merci à lui. Les narrateurs d'Undertale et de Deltarune ont des similarités de narration très notables. Global S en a noté 3 pour le moment. Le verre du mannequin, le lit d'Asgore, et la référence au dodécaèdre. La différence de narration pour le cactus, lui, n'indique pas forcément une différence entre les narrateurs. Il pourrait indiquer un ordre dans le vécu du narrateur. Mais je n'en dirai pas plus, c'est une discussion pour la vidéo bonus de l'heptalogie. Pour la sixième piste, intéressons-nous aux différences entre les interfaces du Light World et du Dark World. Si dans le Dark World, les stats affichées concernaient le corps de Chris, dans le Light World, nous avons bien affaire aux statistiques de l'âme, avec une interface identique à Undertale. A ce propos, dans Undertale, si le nom affiché dans ces stats était celui du premier humain, nous apprenons plus tard que cet humain n'était pas en réalité Kara, mais Frisk. Les guillemets entourant le nom faisaient alors plus de sens. Dans la même logique, les stats du Light World de Deltarune affichent le nom de Chris, mais nous savons que l'âme rouge en lui n'est pas la sienne, donc le nom est aussi erroné. D'ailleurs, si l'on change ce nom dans les stats, cela ne change rien au fait que tout le monde continuera d'appeler Chris, Chris. Aussi, nous ne pouvons pas connaître le nom du propriétaire de l'âme rouge dans Chris. Toutefois, nous pouvons connaître une information au sujet de son nom. Pour cela, il faut passer par la manipulation des fichiers de Deltarune et changer la variable lcarName, la variable string qui affiche le nom dans les stats du Light World. Si nous remplaçons le nom Chris par une chaîne de 7 caractères ou plus, 3 points d'interrogation apparaissent à la suite du nouveau nom. Ce petit easter egg nous indique que la chaîne de caractères dans la variable lcarName n'est pas supposée comporter plus de 6 caractères. Pour traduire dans la fiction, le nom de l'âme rouge n'est pas supposé faire plus de 6 lettres. Très intéressant, parce que nous avons la même limite pour Kara, le premier humain, dans Undertale. Lorsqu'il nous est demandé de nommer le premier humain, nous n'avons droit qu'à 6 caractères maximum. Et si notre âme de rebelle nous pousse à forcer les choses et que l'on passe par la manipulation des fichiers aussi pour donner un nom de 7 lettres ou plus à notre personnage, un easter egg apparaît dans les stats. Un message à droite de notre nom qui dit « Facile à changer, hein ?»
donc le nom du propriétaire de l'âme rouge, a la même limite de caractère que le premier humain dans Undertale. Nous avons deux dernières pistes de réflexion qui posent légèrement problème. En effet, elles reposent sur des théories qui n'ont pas encore été explorées, mais qui le seront respectivement en 4e et 5e vidéo. Donc je vais tout de même citer ces théories, mais il vous faudra les analyser en rétrospective une fois que vous aurez vu les prochaines vidéos, qui seront bien évidemment publiées dès demain et le surlendemain si je me base à la vitesse à laquelle je fais mes vidéos. Allez vous faire voir. La 7e piste concerne la salle de l'œuf, salle cachée qui apparaît environ une fois sur 50 entre la salle de Stalwalker et celle de l'arbre caché. Je m'arrêterai à la description du narrateur lorsqu'on interagit avec l'arbre qui dit, je traduis, « il est derrière l'arbre ». À la formulation, on dirait bien que le narrateur connaît cet homme derrière l'arbre. Mais qui serait cet homme? Au nom du track qui se joue dans la salle, Man. Qui se rapproche beaucoup de ce track d'Undertale. La salle en elle-même, qui ressemble beaucoup à la salle apparaissant avec le Fun 66 dans Undertale, au point où certaines bordures se confondent si on superpose ces deux salles, sans oublier qu'il s'agit d'un homme simplement nommé Man, on a très certainement affaire au premier scientifique royal dans la timeline d'Undertale. Nous en sommes encore plus certains si l'on passe par J-Ville. En effet, Chum nous apprend qu'un étrange individu a exercé une influence sur le Joker, changeant sa perception du monde. Chum précise que depuis, J-Ville disait des choses qui n'avaient pas de sens, mais qui n'avaient pas non plus pas de sens. Notez la double utilisation du négatif dans deux syntagmes presque diamétralement opposés. L'utilisation de l'adverbe completely nuance cette dissonance. Cette tournure de phrase assez originale je dois dire, et qui sera l'un des thèmes centraux de la dernière vidéo, apparaît à un seul autre endroit dans Deltarune, dans la description de l'œuf donnée par l'homme. La description dit « pas trop important, pas trop insignifiant ». Comme vous pouvez le voir, nous avons encore affaire à une double utilisation du négatif pour deux syntagmes presque totalement opposés, avec l'adverbe « to » qui évite le paradoxe. Donc le même individu qui a influencé J-Ville devrait être celui qui donne l'œuf à Chris. Sauf que l'on sait une autre chose de cette personne. Chum dit que les dernières paroles de J-Ville se sont imprégnées dans son coton et que depuis, sa vision du monde est devenue sombre et plus sombre. L'expression « darker yet darker » provient de l'entrée 17 de la salle 264 d'Undertale, dont l'auteur est l'ancien scientifique royal. Aussi, l'homme que le narrateur de Deltarune semble reconnaître devrait être le premier scientifique royal d'Undertale. C'est aussi à ce personnage qu'on attribue la majorité des tweets annonçant la sortie du chapitre 1 de Deltarune. Nous pouvons remarquer qu'il s'adresse avec une légère familiarité à son interlocuteur, que nous avions précédemment établi comme étant l'âme rouge que l'on joue. Il semblerait que lui, ainsi que son interlocuteur, se soient mutuellement cherchés. Donc le premier scientifique royal et l'ange des Dark Nurse se connaissaient avant la mort de ce dernier. Enfin, notre dernière piste sera assez courte et dépendra de ma théorie du fun que je vous présenterai dans la 5e vidéo. Cette théorie expliquera que les Goners sont des réceptacles, supposément des morceaux du premier scientifique royal, qui ont été infusés de l'essence d'individus morts. Je présenterai les preuves correctement en 5e vidéo, mais vous pouvez déjà voir que c'est exactement ce qui se passe dans l'introduction du chapitre 1 de Deltarune. L'âme rouge provenait du Nothingness, donc elle était morte, puis un réceptacle de Goner, que l'âme rouge a pu customiser, a été créé. Et même si au final, l'âme n'a pas été insérée dans le réceptacle à cause du changement de plan, l'intention première était clairement d'insérer l'âme rouge dans le Goner. Et oui, je parle de Goner parce que la séquence introductive du chapitre 1 est appelée dans le code Goner Maker. Comme les Goners ressemblent à leur version originale, c'est-à-dire à leur version vivante, le propriétaire de l'âme rouge que nous contrôlons doit avoir une apparence proche des versions de réceptacles qui nous sont proposées. Le Goner que nous créons ressemble à un humain adolescent. À cela, je rajouterai que Deltarune se situe au moins en 2020X, à en croire le manuel de Ralsei. Si l'âme rouge devait ressembler à cet humain adolescent en 2020X, en 2010, il devait avoir une apparence assez proche des sprites de Frisk, Kara et Chris d'Undertale. On sait que ce ne peut pas être Chris, donc on peut le retirer. Frisk, lui, avait cette apparence, mais dans un futur indéterminé par rapport à 2010. Il reste un candidat valable, mais plus incertain. Quant à Kara, nous sommes sûrs qu'il avait cette apparence en 2010. Il est temps de faire un résumé de tout ce que l'on a récolté autour du propriétaire de l'âme rouge. Nous savons déjà que c'est un humain et que son âme est rouge. Nous savons que son âme contient désormais des résidus de monstres. Nous savons que si cette âme est liée à la prophétie des monstres dans Deltarune, alors sa nature désormais hybride devrait indiquer que le plan de sauvetage des monstres a été celui de Kara ou de Toriel.
Nous savons que cet humain était mort, car sa conscience reposait dans le Nothingness. Nous savons aussi qu'il s'agit du narrateur, et que certains détails de narration sont similaires à la narration d'Undertale. Nous savons que c'est probablement l'âme rouge qui est féru, même très féru, de chocolat. Nous savons que Toriel porte un médaillon qui lui est possiblement lié, et qui aurait été celui de Kara si l'on se réfère au passé d'Undertale. Nous savons via un easter egg que le nom de l'âme rouge est composé canoniquement de 6 lettres maximum, ce qui est également le cas du premier humain dans la timeline d'Undertale. Et enfin, nous savons que cet humain a connu le premier scientifique royal et que son apparence actuelle devrait ressembler à celle de Frisk ou de Kara, plus âgée. Toutes ces pistes convergent vers une seule et même personne, Kara. Accessoirement, toutes les pistes pointent aussi vers Kara pour ce qui est de l'identité de l'ange des monstres. Ainsi, Kara serait l'âme rouge, le narrateur de Deltarune, Caractère 0, l'ange de la première prophétie des monstres, et l'ange de la prophétie des Dark Nurse, ce qui le propulse immédiatement en troisième position des personnages de fiction les plus titrés, juste en dessous de Daenerys Targaryen et de Zoth. Cette importante conclusion infère aussi sur les liens entre les deux mondes d'Undertale et de Deltarune, puisqu'il indique que du peu que nous savons, les 101 timelines d'Undertale et les 3 timelines de Deltarune partagent un passé commun jusqu'à un point de divergence. Ce point, c'est l'exécution du plan de sauvetage de Kara, qui s'est soldé par une réussite dans Deltarune et par un échec dans Undertale. Ils ne partagent pas exactement la même timeline, pour des raisons que je ne citerai pas tout de suite, car ce serait beaucoup trop compliqué d'attaquer le sujet des parallélismes entre les timelines en quelques minutes. Mais le point de divergence majeur entre toutes ces timelines est la tentative de sauvetage de Kara. Ce sera la seule connexion entre les mondes d'Undertale et de Deltarune que je ferai dans l'heptalogie. Cependant, je suis convaincu qu'il en existe au moins une seconde beaucoup plus compliquée à établir. Ce sera le sujet principal de la vidéo bonus si je la fais. On est en droit de se demander si le fait que Kara soit à la fois l'ange des monstres et des Dark Nurse relève d'un pur hasard. À mon avis, et là je ne dis que mon avis, je ne peux pas porter de preuves, je pense que ça n'a rien d'une coïncidence. Comme vu plus tôt, la prophétie des Dark Nurse pourrait avoir été manufacturée par le premier scientifique royal. Si l'on ajoute à cela le fait que ce dernier dit avoir cherché Kara dans les fameux tweets, et qu'on peut voir des traces de sa présence un peu partout dans notre aventure dans le Dark World, je pense que cette prophétie des Dark Nurse avait été initialement conçue exprès pour Kara, pour une expérience dont les tenants et les aboutissants ne nous ont pas encore été révélés. Mais ça pourrait aussi être juste le fruit du hasard, même si j'y crois beaucoup moins. Avant de conclure la vidéo, je voulais faire une courte ouverture par rapport à l'ange de la mort. Parce que oui, certes, l'accomplissement de la première prophétie des monstres implique que la seconde prophétie, celle qui parlait d'un ange de la mort qui viderait l'Underground, ne s'est pas accomplie. Mais je pense que ce serait une grosse erreur de conclure tout de suite que cet ange de la mort n'existe pas, ou ne se manifestera pas dans Deltarune. Pour ma part, je pense que l'ange de la mort aura une part très importante dans les prochains chapitres, et je le pense principalement à cause de la scène finale du chapitre 1. Je vais vous montrer de nouveau cette scène, et je vous demanderai de prêter attention au positionnement de Chris par rapport à la rune delta du tapis de la chambre. Avez-vous remarqué que pendant la majeure partie de la scène, Chris se tient devant le tapis à la position de l'ange? Les ailes sur la rune semblent même lui appartenir. Ce détail n'a rien d'anodin. Chris, et là je parle du vrai Chris, est aussi un ange. Et à la façon dont Chris fait cette révélation, on a sûrement affaire à l'ange de la mort. Pour l'anecdote, dans l'artbook d'Undertale, il est possible de voir un ange qui ressemble pas mal à Chris, avec l'âme rouge en lui, le ruban et l'épée. Il est intéressant de noter que le nombre de morts à son actif est sacrément élevé. Mais bon, ça vient de l'artbook, donc à prendre avec des pincettes. Le corps de Chris contiendrait donc les anges des deux prophéties des monstres, celui qui libère et celui qui tue, Dr Jekyll et Mr Hyde. L'opposition entre ces deux entités est au moins d'ordre prophétique, et nous pouvons renforcer davantage cette opposition.
Kara, l'ange, possède une âme de détermination rouge, tandis que Chris, l'ange de la mort, possède une âme de patience cyan. Le rouge et le cyan sont des couleurs parfaitement opposées en synthèse des couleurs. Chris possédait un couteau en plastique, tandis que Kara possédait une dague émoussée, appelée aussi vrai couteau en route génocide. Même type d'arme, mais opposition très évidente. Enfin, dans la même veine, il y a cette histoire d'ombre. De quoi je parle? Dans Undertale, les reflets de miroir dépendaient d'un objet appelé Mirror Reflection, dont le sprite est l'exact identique de l'objet Main Kara, simplement soumis à une symétrie axiale. En revanche, dans Deltarune, c'est différent. L'objet est appelé Holloway Mirror et crée une instance de sprite de Chris appelée Shadow, soit ombre en français. Pourquoi ce nom? Voici ma réponse. En psychologie analytique, l'ombre est un archétype développé par Carl Jung, rappelez-vous du nom, qui constitue la partie de la psyché inconnue ou refoulée par la conscience. Comme l'ombre contient généralement les parts de personnalité rejetées par l'esprit conscient, elle est souvent perçue comme négative et antagoniste. Pour vulgariser l'archétype d'ombre, c'est la face sombre et inconnue de la personnalité. Je ne suis pas du tout un expert dans ces sciences, donc si j'ai fait une erreur quelque part, ou si vous avez une meilleure explication, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Il est intéressant de noter que face au miroir, le narrateur, donc Kara, dit « c'est seulement toi ». Dans Undertale, face au miroir, Kara employait le pronom « you » pour désigner Frisk dans les routes neutres et pacifistes, et « me » pour se désigner dans les routes génocides. Donc par cette phrase « c'est seulement toi », Kara désigne ici Chris, et exclusivement Chris, puisqu'il précise « seulement toi ». Chris est donc associé au reflet du miroir, appelé ombre dans le code. Chris est l'ombre. L'ombre de qui? L'ombre de l'esprit conscient, qui est ici Kara, puisque c'est Kara qui contrôle le corps de Chris et qui joue le rôle de narrateur. Chris représente donc bien, dans un certain sens, l'opposé de Kara, ici aussi, ainsi que l'inconnu, puisque Chris se débarrasse de l'âme rouge pour faire ses manigances qui seront en principe inconnues de Kara. Le parallèle est presque parfait. Quoi? Comment? Ça vient de nulle part, mon explication? Pas moyen que Toby Fox passe par de la psychologie analytique dans son jeu? Eh bien, faux. Vous vous rappelez de Clam Girl dans Undertale? Celle-ci mentionne le terme synchronicité, qui est un concept créé par nul autre que Carl Jung, dans le cadre de la psychologie analytique. Donc ce ne serait pas du tout la première fois que Toby Fox passerait par des sciences humaines, et pour être plus précis, par du Carl Jung dans ses œuvres. Voilà pour cette vidéo centrée sur l'ange. Sachez qu'à cette vidéo sera rattaché un tweet longueur assez lourd qui fournira 2 informations supplémentaires sur les termes abordés dans cette vidéo. Le premier est à valeur informative et présente l'existence d'un 4e personnage dans le Fun Gang, un caractère 0 qui est sûrement Kara, l'âme rouge. Le second est un petit peu plus anecdotique. Il explique l'exception de la save créée en route pacifiste que j'avais très rapidement mentionné plus tôt et inclut mon interprétation de cette exception. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et si tout se passe bien en production, on ne se reverra pas dans la prochaine vidéo, mais dans 2 vidéos. À la prochaine!